Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Nous avons la chance d'avoir installé le plateau de Radio Anthropocène au sein du Musée des Beaux-Arts de Lyon qui présente donc l'exposition Étretat par-delà les falaises, exposition absolument splendide que le musée a organisée avec le Städelmuseum de Francfort. Cette collaboration tient notamment au fait que tous deux comptent dans leur collection des œuvres de Courbet et Monet réalisées à Étretat. Alors, Étretat. C'est un petit village de la côte d'Albâtre, enchâssé entre des falaises de craie et des arches creusées dans la roche, entre les baies de Somme et les baies de Seine. Jusqu'au début du XIXe siècle, il est absolument inconnu, à l'exception bien sûr de la petite communauté de pêcheurs et d'agriculteurs qui l'habitent. Et puis, tout bascule lorsque ce paysage effectivement époustouflant, est découvert par des artistes dont les œuvres vont faire d'Étretat l'un des sites les plus emblématiques de France. Étretat est véritablement devenu ce qu'on appelle un village d'artistes, au même titre que Barbizon, Giverny, Saint-Paul-de-Vence ou Pont-Aven. Du romantisme à la modernité se lisent ici les évolutions de la perception et de la représentation du paysage en un site unique. Mais aujourd'hui, l'érosion provoque le retrait des falaises et des éboulements de blocs allant jusqu'à plusieurs tonnes. En conséquence, très concrète, le 28 avril dernier, un arrêté municipal interdisait l'accès à certains des sites les plus visités, Courtine, Manneporte, les falaises d'Aval et d'Amont, le Roquevaudieu ou encore l'aiguille de Belleval. Leur devenir est donc aujourd'hui mis en doute par le changement climatique et l'entrée dans un régime anthropocène. Paysage mythique en voie de disparition, mais avant cela, on le voit, en voie de mise à distance. Nous aurons, pour nous en souvenir, les œuvres de Courbet, de Monet, mais aussi les dizaines de milliers d'images faites par de très nombreux amateurs. Juste un chiffre, 1,5 million de touristes viennent chaque année à Étretat. Alors, nous avons devant nous 3 heures de programmation de Radio Anthropocène pour comprendre les enjeux de notre époque, les conséquences de nos activités, les transformations à l'œuvre et ce que l'art peut ouvrir jusqu'à 17h30. Pour l'heure, j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau l'historien d'art Paul Ardenne, bonjour, qui n'a pu nous rejoindre en raison des intempéries en Normandie, justement, mais heureusement, la technique fait des miracles. L'artiste Merci. Thierry Boutonnier, bonjour, et le géographe Michel Lusseau, bonjour, avec lesquels il sera question des formes créatives et des imaginaires propres à l'Anthropocène, cette époque où les activités humaines, via des processus géochimiques enclenchés, sont responsables de perturbations telles que la Terre, notre planète, est en train de quitter l'équilibre climatique connu jusqu'au milieu du XXe siècle. Alors, je vais commencer par vous, Paul Ardenne. Vous êtes l'auteur de plusieurs études relatives à l'écoculture, notamment un art écologique publié en 2018 au bord de l'eau, qui a connu un succès puisqu'il a été réédité en 2019 et 2021. Je m'interromps 2 secondes. Voilà. Et puis, on aura le plaisir de continuer à vous lire avec un livre qui s'appelle Green Soul, l'Anthropocène, culture, art, imaginaire, qui sera publié cette année au bord de l'eau. Et puis, à titre de curateur, vous avez aussi consacré à ce thème plusieurs expositions. Courant vert, créé pour l'environnement en 2020. L'Anthropocène et après, toujours en 2020, mais cette fois-ci à La Réunion. Âme verte, quand l'art affronte l'Anthropocène, à Marseille l'année dernière. Et puis, par ailleurs, puisque vous êtes très actif, pour France Culture, vous avez produit le cycle d'émissions L'art et l'environnement en 2023. Alors, Paul Ardenne, cette côte normande est un peu la vôtre. Et quelle est comment voyez-vous la place d'Étretat dans ce territoire ? Bien, merci. Valérie, merci. Bonjour à tous. Excusez-moi de ne pas être présent physiquement. Alors, il y a pas mal d'années maintenant que je vis en Normandie. J'ai toujours vécu près des côtes, et notamment près des côtes basses, des côtes sédimentaires, du Crétacé, du Jurassique.
et vers La Rochelle notamment, la côte des Landes, l'anse de l'Aiguillon, et puis en Normandie, évidemment, très près d'Étretat, à quelques dizaines de kilomètres. Donc j'ai pu voir l'évolution d'Étretat, pas tout à fait sur un demi-siècle, mais c'est quelque chose de très très sensible, même sur une durée très courte. Alors il est clair qu'à la fin du XXe siècle, Étretat était déjà un lieu touristique, incontestablement, du fait évidemment de ces falaises, ces arches extraordinaires, de cette aiguille, mondialement célèbre d'ailleurs, hein, puisque c'est un site qui est un des grands sites, on pourrait dire, admiré au patrimoine de l'humanité géologique, on pourrait dire. Mais c'était très, très différent. C'était très différent parce qu'il y avait d'abord beaucoup moins de monde, il n'y avait pas de fréquentation surtouristique, comme c'est le cas à présent, comme vous l'avez signalé, et il n'y avait pas réellement de signature anthropocène, ce qu'on peut appeler la signature anthropocène, c'est-à-dire ce qui, dans un paysage, définit celui-ci comme étant totalement assujetti à l'activité humaine et aux transformations d'infrastructures ou d'équipements que l'activité humaine va plaquer, en tout cas, ou intégrer au paysage. Donc c'était en fait encore un port de pêche, il faut bien le dire, parce que c'était au départ avec quelques passants, quelques visiteurs, quelques voyageurs qui venaient. C'est un lieu qui n'est pas très beau, la ville elle-même n'a pas grand intérêt, le front de mer n'a pas la beauté de celui de Cabourg, par exemple, de Deauville ou de Honfleur, à plus forte raison, donc qui n'est pas tout à fait un front de mer. C'est une plage de galets, donc on peut pas venir pour s'y baigner, enfin, ou très peu de gens viennent pour s'y baigner, bien sûr. Et puis, il y a eu des constructions qui ont été portées sur ce front de mer, notamment par une municipalité de gauche, qui sont il y a notamment un immeuble vraiment type années 70, un peu clapier prolétarien, qui est là complètement, on pourrait dire anachronique dans ce paysage. Bon, que l'on aborde toujours avec une représentation romantique un petit peu, hein, puisqu'on pense bien sûr on pense à Monet, on pense à Courbet, la vague, etc. Et puis il y a ce curieux monument en hauteur, à l'oiseau blanc de Ningesser-Écoli, ces deux aviateurs, donc il y a une petite centaine d'années, qui ont essayé de traverser l'Atlantique et qui ont disparu. La dernière fois que l'avion de Ningesser-Écoli a été vu, c'est ici, il est passé à cet endroit-là. Donc, on n'a évidemment jamais rien retrouvé de cet avion. Et donc, c'est un lieu qui est pas spécialement marquant, il n'a pas une beauté, on pourrait dire, physique particulière, comme certaines villes, je dis n'importe quoi, Carcassonne, par exemple, mais il va évidemment être transfiguré par le surtourisme. Alors, ça commence avant la fameuse série Netflix Lupin, donc avec Omar Sy, hein, qui date de quelques années. Ça commence avant. Et ça s'est traduit par plusieurs choses. D'abord, on pourrait dire une signature anthropocène externe au lieu lui-même, c'est-à-dire le front de mer et la falaise. Hein, on monte comme ça sur le côté, hein, voilà, on arpente, on piétine, hein, beaucoup ce piétinement. C'est l'installation de plusieurs parkings. Progressivement, l'alentour de la ville va se voir en quelque sorte comme ça aménagé avec des parkings. Et puis, progressivement, la hausse de toute l'activité restaurantine, si vous voulez, tout ce qui touche donc à l'accueil rapide passager des touristes, et puis la charge hôtelière aussi limitée parce que la ville n'est pas immense. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Étretat, on n'y accède que par une petite route départementale. Réellement, et ça prend du temps. Donc, vous devez imaginer donc au pic, au moment des pics de fréquentation touristique, c'est-à-dire les fêtes religieuses, les grands week-ends et l'été, bien sûr, le moment de l'été, des bouchons, vous avez des bouchons extraordinaires, des impossibilités de vous garer, même quand vous pouvez bénéficier de multiples parkings. Et puis, on pourrait dire, et on en parlera, j'espère, tout ce qui touche à l'anthropocène comme culture sociale, pas seulement comme transformation des paysages, hein, ou des habitus, on pourrait dire des personnes. Qu'est-ce que ce serait l'anthropocène culturel? Eh bien, ici, c'est la modification complète des relations humaines. Quand vous êtes à Étretat, vous êtes immanquablement considéré comme un touriste, c'est-à-dire quelqu'un qui doit dépenser de l'argent le plus rapidement possible et le plus possible avant de partir pour un séjour généralement très court, puisque c'est un séjour de quelques heures, parfois une nuit, mais pas plus. Donc, énormément de modifications dans un sens très dommageable, bien sûr, à ce qui était l'identité originelle, ou en tout cas héritée, on va dire, de la période moderne, d'Étretat.
Je vous remercie. Je me tourne maintenant vers Thierry Boutonnier. Vous êtes artiste et revendiquez vos origines agricoles et développez des projets artistiques autour de la question de la domestication. Et vous avez vu l'exposition ici, Étretat par-delà les falaises. Vous avez probablement vu énormément d'autres images d'Étretat que vous inspirent en fait ces différents regards artistiques sur Étretat. Merci encore. Je tiens à vraiment, je suis honoré de pouvoir discuter avec ces pairs et je voudrais vous rejoindre dans la voie lactée normande avec les camemberts en tant que fils et frère d'éleveurs laitiers et d'éleveuses laitières. C'est très important de comprendre que nous sommes dans une situation un peu étrange parce que je n'ai pas visité Étretat, je ne suis pas familier d'Étretat. Par contre, j'ai visité cette magnifique exposition avec de formidables œuvres. Et il s'avère, et j'ai distribué donc l'arrêté municipal qui interdit l'accès. Déjà, je souhaiterais faire l'expérience de visiter l'exposition en respectant l'arrêté. C'est-à-dire tous ces points de vue que nous ne pouvons plus voir aujourd'hui et que les artistes ont dépeints. Parce que ça signifierait que ces œuvres sont vraiment les uniques traces, évidemment, puisque c'était un temps. Et donc, moi, aujourd'hui, en tant qu'artiste, qu'est-ce que nous pouvons faire Et donc, je voudrais vous faire rentrer dans une forme de méthodologie d'approche qui a consisté pour moi déjà à enquêter auprès des documents qu'on peut rencontrer en ligne, évidemment, de la cartographie, de cet arrêté, et donc de faire l'expérience de la visite de l'exposition en respectant cet arrêté. Moi, ce que m'évoque Étretat, vous l'avez compris, hein, donc j'ai pris mon gilet de sauvetage, et puis je me suis équipé d'une pagaie qui est exactement un loucher, pour essayer de vous proposer des scénarios dans cette zone critique de façon à peut-être envisager une transformation de notre relation à Étretat. Et alors, pour imaginer ces scénarios, je me suis reposé sur le programme du Golfe pour la biodiversité, rapport d'expertise écologique. Oui, parce voilà. qu'il faut le rappeler, donc, enfin, il faut le dire pour ceux qui ne connaissent pas le site. Il y a un golfe donc en haut d'une des falaises les plus importantes. Voilà, et ce qui dit beaucoup de choses, c'est-à-dire le golfe est né pile en 1945. Donc les bunkers ont remplacé les bunkers. Que ce mur de l'Atlantique, peut-être que les immeubles en ont été la trace d'une certaine manière. Bon, voilà, les promoteurs ont peut-être spéculé pour faire un Greenfee 18 trous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, j'étais un peu critique d'un point de vue notamment social, parce qu'il y a toute une zone du littoral qui est empêchée. Parce que si vous n'avez pas l'abonnement au golf, vous ne pouvez pas y aller, quoi. Et donc, on trouvait le golf et la pratique du golf comme exemplaire d'une dichotomie sociale entre le surtourisme qui emploie un petit chemin du littoral qui devient dangereux, et puis cet grand espace cultivé intensément pour un green parfait. Et puis je me suis aussi intéressé au selficide, parce que cet arrêté qui a été fait de l'aveu du maire de la ville et de la communauté urbaine du Havre, donc poterie Cap d'Antifère, ce Cyriaque Letellier, qui a aussi été à l'œuvre pour faire ce rapport, a préconisé, voilà, m'a dit, bon, voilà, aujourd'hui, si on voudrait respecter Étretat, il faudrait qu'on lui laisse la paix. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire lui faire la paix à Étretat? Bon, ça, c'est un sujet qu'on va discuter. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une tension entre un surtourisme, une pratique élitiste du golf, et puis, donc, dans le cadre des selficides, il y a eu 3 morts en 2022, dont une morte, une indienne, qui a disparu, donc mémoire à cette personne, puisqu'elle a du coup inspiré cet arrêté. Alors moi, en tant qu'artiste, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il y a 2 scénarios que je vous propose.
donc le modèle de Scandola en Corse, qui consiste à ne regarder Etretat que depuis la mer, donc d'y aller à la rame évidemment. Donc voilà, vous prenez votre pagaie. Avec cette rame, on va couler. Hein. Enfin, Ouais, ça dépend. Hein. Aujourd'hui, on fait des canoës super intéressants. Et ensuite, l'autre hypothèse, c'est la transformation du golfe pour en faire une sorte de conservatoire botanique du littoral de Caux, avec une pratique autre que tout simplement faire 18 trous. Et puis une pratique populaire et commune à tous les citoyens du monde, évidemment, qui consisterait du coup à avoir plus d'amplitude pour aller peut-être approcher le vide et ne pas se laisser happer par ce narcissisme qu'est le selficide, puisque notre époque, et quelque part l'anthropocène, est une forme de narcissisme. C'est de selficide, l'anthropocène. Selficide. Michel Lusseau, merci beaucoup Thierry Boutonnier. Michel Lusseau, vous êtes géographe, professeur émérite d'études urbaines à l'École normale supérieure de Lyon. Vous avez dirigé la série documentaire Hyperlieu pour diffuser sur France Télévisions en 2024. Et puis parmi tous vos livres, je vais citer le dernier, Cohabitons, point d'exclamation, pour une nouvelle urbanité terrestre au Seuil en 2024. Et depuis un certain nombre d'années, vous travaillez sur la relation des individus à leur espace de vie et aux questions de crise de l'habitabilité. Que vous inspire Etretat ? Est-ce que Etretat a un haut degré de mondialité ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Merci à l'équipe du Musée des Beaux-Arts de cette invitation et merci à Radio Anthropocène. Bonjour à Paul, à distance. Bonjour Michel. On pourrait dire énormément de choses. Peut-être un premier point de précision au sujet de l'Anthropocène. En fait, c'est assez simple ce que veut dire ce mot et ça a été dit à la fois par Thierry et par Paul. C'est quelque chose qui a été découvert dès le 19e siècle par un géographe, Élisée Reclus, qui, pour la première fois, écrit « L'homme est une force géologique ». Il pressent que les capacités d'action humaine sont telles que ces êtres humains sont désormais susceptibles d'agir sur les milieux naturels avec une force égale aux grandes forces telluriques, géologiques, atmosphériques, astronomiques, dont on sait déjà au XIXe siècle qu'elles ont contribué au modelage de la Terre. On le sait en particulier depuis le travail d'autres très grands géographes comme Humboldt, par exemple. Et donc, lorsque le concept d'anthropocène est proposé au début du XXIe siècle par un chimiste, prix Nobel de chimie, Paul Crutzen, il reprend exactement cette idée. L'homme est une force géologique. Ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux cela. Ça signifie que nous sommes capables de redesigner la Terre, la planète Terre. Nous avons fabriqué une nouvelle Terre en quelques décennies, en moins de 2 siècles, sans doute même essentiellement depuis 1950. Fabriquer une nouvelle Terre, il faut aller jusqu'au bout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2025, notre Terre n'est pas la Terre de 1925. Nous n'habitons plus la même Terre, nous ne sommes plus les mêmes terriens, d'ailleurs nous ne sommes plus les mêmes humains. Aussi parce que nous sommes intégrés dans ce que Paul appelait les cultures de l'Anthropocène, c'est-à-dire des modes de vie, des manières d'habiter le monde qui n'ont plus rien à voir, même avec celles de 1945. On saluait tout à l'heure la mémoire de Ningesser et Colli qui risquaient encore leur vie pour des traversées qui aujourd'hui sont faites sans y penser par des dizaines de millions de personnes qui sillonnent chaque année la Terre, plus d'1,3 milliard de déplacements dans le cadre du tourisme international en 2025. Transatlantique en particulier, transpacifique. Donc nous avions, il y a quelques décennies, des aventures humaines qui aujourd'hui sont devenues des pratiques complètement banales dans le cadre de la mondialisation et de la touristification du monde. Donc nous avons changé la Terre et nous avons changé notre humanité. Mais l'Anthropocène, ça ne veut dire que cela. Mais c'est tout cela, parce que ça nous pousse à poser toute une série de questions sur ces changements et sur la manière dont ces changements nous mènent petit à petit à un moment, nous commençons à le pressentir, où notre terre humaine va devenir inhabitable pour nous, êtres humains, et pour toute une série de non-humains que nous entraînons dans notre course folle. Bon, petit point.
qu'est-ce que nous dit Étretat de cela? Mais Étretat nous dit beaucoup. Ça sera, je pense, développé dans d'autres tables rondes. Ça a déjà été évoqué par Paul et par Thierry. D'abord, la dégradation accélérée du milieu littoral. Une dégradation accélérée qui est liée toujours à des causes directement anthropiques ou indirectement anthropiques. Puisque même l'accentuation, il y a un collègue qui en parlera tout à l'heure, du sapement basal et de l'érosion des falaises, ben en fait, c'est le résultat d'une conséquence anthropique. Et évidemment, le piétinement, la massification du tourisme, tout cela crée des boucles systémiques qui mènent, en fait, un milieu comme Étretat à la limite de l'effondrement au sens littéral du terme. En fait, ça s'effondre au sens littéral du terme. Et face à cela, que pouvons-nous faire? Évidemment, nous pouvons prendre des arrêtés municipaux, mais qui sont un peu un cataplasme sur une jambe de bois. En réalité, il faudrait réorienter nos manières d'habiter et peut-être avoir le courage d'avoir des actions beaucoup plus décisives, y compris de créer des sortes de conservatoires interdits à la pratique pendant un certain temps. Et on reviendrait à cette proposition très forte de Thierry, qui est de dire, mais finalement, nous aurions dans cette exposition les derniers vestiges d'une capacité à voir cet espace comme plus jamais nous ne pourrons le voir, puisqu'il est déjà irrémédiablement perdu, ce paysage-là. Donc ça, c'est une première réflexion qui est quand même très profonde sur les effets de notre altération volontaire par nos modes de vie, de notre altération d'une terre dont nous ne pouvons plus voir que des traces, des témoignages dans les œuvres du passé. Cette terre-là d'il y a un siècle et demi, chers amis, elle a irrémédiablement disparu. Elle n'existe plus, elle n'existera plus, jamais. Donc là, l'art devient quelque chose de très différent de ce qu'on avait l'habitude de trouver, c'est-à-dire il devient un témoignage, une série de traces que nous pouvons contempler d'une façon complètement différente de ce que nous avions l'habitude de faire. C'est-à-dire, dans une certaine mesure, ce serait fascinant, je ne sais pas ce qu'en penserait Paul, de penser à ces peintures finalement assez contemporaines d'Étretat, comme nous contemplons des objets de civilisation très lointaine et irrémédiablement disparus. Effondrés totalement. Voilà. Nous voyons là, dans ces peintures, déjà les traces au présent de notre propre effondrement. Et ça, c'est vraiment très fort. Et puis, il y a une deuxième chose sur laquelle je voudrais dire quelques mots, parce que c'est patent à partir de cette exposition. Quand vous voyez ne serait-ce que cette photo-là qui est montrée, et là aussi, je ne sais pas ce que Thierry, en tant qu'artiste, et ce que Paul en penseront. Alors, il faut savoir que l'Anthropocène, dès le début, on pressent qu'il y a un rapport très fort à la question esthétique. Un des premiers à le comprendre, outre Paul, c'est un historien, Jean-Baptiste Fresso, lorsqu'il travaille sur le rapport entre l'Anthropocène, dont il est un des découvreurs en France, et le sublime, et ce qu'il appelle l'esthétique du sublime. Mais dans des textes au début des années 2010. Là, on voit quelque chose de très troublant. C'est comment un lieu ordinaire, parce que finalement, Étretat, c'est un lieu ordinaire parmi de très nombreux lieux côtiers, dont on pourrait trouver qu'ils ont les mêmes qualités plastiques qu'Étretat. C'est un lieu parmi d'autres. Comment un lieu est transformé en paysage par l'acte de peindre. Et là, on revient à quelque chose qu'on connaît bien depuis le travaux des historiens de l'art, des géographes aussi, comme Yves Lacoste, notamment dans un livre qui s'appelle « Les raisons du paysage », de géographes comme Augustin Berg aussi, où on a montré que le paysage s'invente en peinture. Le paysage, c'est un objet géographique qui s'invente en peinture, avec la peinture, par la peinture. Le paysage ne préexiste pas à la peinture et au texte qui glose la peinture. Dans toutes les sociétés paysagères, il y a d'abord un acte de peinture. Les grandes sociétés paysagères, c'est Chine, Japon et sociétés européennes essentiellement. Il y a quelques autres exemples, mais je suis obligé d'aller vite. Donc là, on voit comment un lieu se transforme en paysage. Mais on voit aussi comment, en raison de l'évolution même de nos sociétés, de notre anthropocénisation, ce paysage se transforme en icône. En icône, qui va lui-même devenir
à mesure que nous anthropocénisons plus encore et en mesure que nous touristifions tout, absolument tout est aujourd'hui passé à la moulinette du tourisme et des pratiques consuméristes qui vont avec le tourisme, cette icône devient un cliché, le selfie. Un cliché qu'il faut avoir pris au risque parfois de sa vie. Et ce cliché, via en particulier maintenant cette nouvelle étape dans notre activité continue et consciencieuse de destruction de nous-mêmes, qu'est la numérisation du monde. Je dis activité continue et consciencieuse de destruction de nous-mêmes, de notre humanité, de notre terre et de nos rapports entre nous, êtres humains, et de cette terre. Ces clichés deviennent des mèmes. Voilà, diffusés en permanence sur les réseaux, qui vont peut-être d'ailleurs être repris par la création plastique, être transformés en œuvre. Là, Paul en dirait beaucoup plus que moi, être transformés en œuvre. Et là, je trouve que cette trajectoire, elle est vertigineuse avec Etretat. Il n'y a pas qu'Etretat, on pourrait parler de Venise, sur lequel j'ai pas mal travaillé. On dit souvent que la première peinture de catastrophe, c'est une peinture de Guardi à la fin du XIXe siècle sur un grand incendie à Venise. On pourrait voir comment Venise a également complètement eu cette trajectoire. Et qu'est-ce que c'est qu'un lieu devenu paysage, devenu icône, devenu cliché, devenu mème? Qu'est-ce qu'on en fait? Quel rapport, quelle expérience du lieu on peut bien avoir quand le lieu devient simplement prétexte à cliché et à mème? Et là encore, peut-être que la peinture reste le seul endroit où nous pouvons nous redemander ce qu'était à l'époque l'expérience du lieu, peut-être une expérience de lieu qui nous est à jamais interdite. Donc voilà pourquoi je trouve que cette exposition est nécessaire, parce que au-delà de l'émotion qu'on peut avoir en la contemplant, elle lance toute une série de réflexions vraiment passionnantes pour le géographe, en tout cas que je suis. Ben, tout à fait, vous ouvrez énormément de choses et je voulais justement poursuivre avec vous, Paul Ardenne, puisque vous accompagnez d'une certaine manière cette toute nouvelle ère du champ culturel, artistique, intellectuel et imaginaire qui résonne avec l'Anthropocène. Et donc j'aimerais en connaître, avoir un aperçu des différentes formes d'expression. Et est-ce que finalement c'est un art de l'apocalypse? Je crois que Michel Lussault a cité ce mot. Catastrophe. Est-ce que il est possible d'en parler autrement quand on parle d'effondrement, de bouleversement, Paul Ardenne? Oui, évidemment. Bon, Michel a dit beaucoup de choses importantes. Je voudrais juste préciser pour Thierry Boutonnier que finalement le point de passage de visite à Etretat pour les touristes et enfin pour les gens qui viennent est plus large que tu ne le dis, et que le golfe est généralement inoccupé. Donc, c'est quelque chose d'assez curieux. Il y a beaucoup de gens uniquement sur le bord de ces falaises, et là où on pourrait golfer, justement, en général, il y a personne. Non, ce qui a été dit est extrêmement important. Bon, il est clair que c'est ça l'élément peut-être culturel principal de l'Anthropocène. Ça pourrait se réduire à une phrase qui avait donné lieu à un grand ouvrage d'histoire au XXe siècle, c'est ce monde que nous avons perdu, d'une certaine façon. Il y a l'idée d'une perdition. Et à partir de là, en effet, la question de l'image que Michel Lussault évoquait est essentielle, parce que c'est par l'image qu'on peut conserver en quelque sorte non seulement la mémoire d'un lieu, mais peut-être plus encore son imaginaire, sa fantasmatique, tout ce que le lieu inspire. Et Thierry Boutonnier avait tout à fait raison de dire, voilà, les vestiges d'image de ce qu'a été Etretat, cette côte-là sédimentaire, de craie essentiellement, eh bien, c'est le 19e siècle. Voilà, c'est le constat. Après, ça va changer, ce sera plus jamais la même chose. Alors, du coup, du point de vue de l'art, il y a énormément de manières d'aborder cette culture de l'Anthropocène. Alors, il y a effectivement une manière, on va dire, traumatique, pessimiste, c'est-à-dire d'arpenter ce monde abîmé dans lequel nous vivons et d'en récolter les traces, d'agir comme un témoin. Bon, cette idée de témoignage est très fortement développée avec tout un art, qui est un art post-apocalyptique ou un art de la dystopie, aussi assez facile d'ailleurs, avec des médiums qui sont les médiums dominants, qui sont plus du tout la peinture, c'est la photographie et la vidéo. Alors, ce qui n'est pas sans poser un problème, parce que on se demande aussi, tous ces artistes
photographes, vidéastes qui parcourent le monde comme ça pour en faire des photographies qui, d'une certaine manière, inventorient la catastrophe. Eux aussi sont responsables de ça avec un bilan carbone évidemment désastreux. Je pense à des photographes comme Daniel Beltra ou bon, on pourrait en citer beaucoup. C'est très, très ambigu tout ça et c'est assez peu clair. En revanche, il y a une autre attitude beaucoup plus intéressante qui consiste chez beaucoup d'artistes, comme Thierry Boutonnier, d'ailleurs, il va nous en parler, à constater que les choses sont là. Le mal, d'une certaine manière, n'est pas totalement fait, il est en cours, il se développe, on voit qu'il y a toujours une progression, des alertes rouges, hein, d'une certaine manière, en termes de biodiversité, de pollution, d'affaissement de la disponibilité des ressources, de salissure, d'intoxication du monde, comme dit le géographe François Jarige, par exemple. On voit bien que c'est en cours. Mais beaucoup d'artistes, finalement, considèrent que le monde n'est pas fini. C'est pas comme Baudelaire qui dit le monde va finir, ça non, le monde ne va pas finir et on vit un processus qu'on connaît tous, qui est celui de l'adaptation. On le vit au niveau du quotidien, on le vit à un niveau plus général, global un peu moins, hélas, en tout cas dans la bonne direction, mais dans le monde culturel et dans la manière de penser aussi. Et finalement, les générations d'artistes comme Thierry Boutonnier, les gens qui sont dans la quarantaine, la cinquantaine, ils sont là et ils cherchent en fait un art qui peut, d'une certaine manière, témoigner qu'il y a un problème, mais qui peut aussi se proposer comme une forme de rédimation, on va dire, d'exemplarité. Donc, en travaillant autrement, en évitant des bilans carbone désastreux, en utilisant des matériaux qui sont des matériaux biosourcés, par exemple, ou d'origine naturelle, carrément, à travers l'art de la collecte, en utilisant donc des pratiques qui vont éviter, par exemple, une surconsommation d'électricité. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui du conflit entre la céramique d'un côté, qui est devenue haïssable, écologiquement parlant, et la terre crue de l'autre côté, qui est devenue respectable. Bon, vous avez tout ça. Et puis, il y a aussi tous ces projets art sciences qui se développent, qui sont très importants. Thierry Boutonnier pourrait nous en dire évidemment beaucoup sur la question. C'est-à-dire des artistes qui considèrent que leur travail doit aller dans une direction utile, ce qu'on appelle le useful art, hein, l'art utile. Hein, c'est-à-dire, voilà, ce que je fais doit avoir une utilité. Jérémy Gobet, par exemple, va créer des résines biodégradables en tant qu'artiste spécialiste du textile, entre autres, avec des ingénieurs du CNRS pour couvrir et protéger les coraux, par exemple, dans les barrières coralliennes. Vous voyez des choses comme ça. Et Thierry Boutonnier nous en parlera peut-être tout à l'heure, fait tout un travail à l'Arbrel, pas très loin de Lyon, autour de la culture de la cerise, comme on sait, qui est évidemment une culture très, très polluante, avec une possibilité alternative. Alors, je voudrais juste dire un mot avant de vous redonner la parole sur la question de l'image, parce que c'est une question centrale dans les cultures de l'Anthropocène. En fait, nous ne voyons plus le monde maintenant, en tout cas de moins en moins, comme une zone que nous arpentons physiquement, si vous voulez, en entrant dedans. Bon, sauf quand on fait l'effort d'aller courir dans des forêts, etc. Bon. Mais nous le voyons de plus en plus sur les écrans, dans les représentations visuelles qui deviennent des représentations mentales. D'où l'enjeu extraordinaire que représente l'image. Et cette exposition, bon, que je n'ai pas vue, mais dont je connais la plupart des œuvres, puisque je l'ai visitée virtuellement avant de la voir physiquement, n'ayant pu venir aujourd'hui, montre d'une certaine manière ce qu'il en est de la question de l'image dans le rapport à l'Anthropocène. On voit qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, les images que Courbet, que Monet, que Matisse, encore avec ses formidables laveuses à Étretat, nous proposent, ne correspondent plus à la réalité. On voudrait cette réalité. On est dans cette fantasmatique-là. Et qu'est-ce qu'on fait? On la recrée artificiellement à travers finalement des prises de vue qui sont des prises de vue de quelque chose qui n'existe plus, des images trafiquées, photoshopées, voilà, avec tout un courant ici, ce qu'on évoque pour Étretat, on peut l'évoquer pour tout un courant de la culture anthropocène de l'image, avec des artistes comme Stephen Wilkes, par exemple, hein, un Américain, qui sont fait connaître par des images du monde contemporain abîmées, mais transfigurées justement dans cette esthétique du sublime dont parlait Michel tout à l'heure, au point qu'au fond, nous sommes devant, en effet, une sorte d'iconisation surpositivée d'un monde qui n'existe plus en réalité. Et pourtant, c'est bien ce que beaucoup de gens veulent voir. La meilleure preuve en est, non pas en 2025, mais en 2024, le grand concours donc du British Museum
contours photographiques, bon voilà, un concours où on cherche, voilà, n'était au fond destiné qu'à mettre en valeur ce type d'image, c'est-à-dire un monde qui réellement n'existe plus, hein, qui est devenu un monde oublié, quelque chose que nous avons stocké en quelque sorte dans nos gènes, qui sont aussi des gènes anthropocène, mais dans ce cas-là pour le pire, puisqu'on refuse de voir ce qu'est la réalité. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur le paysage, hein, la culture du paysage anthropocène. Ça, je ne veux pas parler trop longtemps, mais il y a vraiment des écoles, hein, qui se combattent. Par exemple, et j'en finirai par là, il y a 100 ans, en Union soviétique, par exemple, dans le cadre du réalisme socialiste, donc l'art d'État du communisme en marche, de la construction, dans le cadre notamment de la stalinisation, donc des consciences, eh bien, il y avait l'idée, il était demandé aux artistes peintres de représenter le paysage nouveau. Et le paysage nouveau, c'était le paysage justement dans lequel apparaissent des barrages, des lignes électriques, des lignes téléphoniques, des routes, des infrastructures. Voilà. Alors que, évidemment, si vous regardez au même moment aux États-Unis, à part Charles Schiller ou quelques artistes comme ça, ce qu'on va mettre en avant, c'est plutôt le paysage rural. Les nazis, par exemple, bon. L'Allemagne nazie, c'est vraiment la surindustrialisation à marche forcée. Eh bien, quand vous regardez la peinture nazie, en quelque sorte, le paysage est toujours un paysage rural. Vous voyez, donc déjà, il y a cette espèce d'embarras avec ne serait-ce que l'image de l'anthropocène qui est en train de croître. Écoutez, je vous remercie. Peut-être une réaction, parce que là, j'ai l'impression que, Paul Ardenne, vous évoquiez aussi la construction des récits, en réalité. Donc peut-être Thierry Boutonnier en première réaction, puis Michel Lusseau. Oui, encore merci Paul. Et alors la construction des récits, mais attention, hein, dans un sens écologique, dans le sens d'une science de l'écologie, cette science un peu rebelle qui consiste à ne pas être réductionniste, puisqu'elle est cette science des interactions. Et effectivement, un art qui s'institue dans ce continuum du vivant s'intéresse à la qualité de ces interactions et comment on donne une forme dans ce sens de ces interactions. Aussi, pour sortir de ce qui serait le revers de la médaille du paysage tel que vous l'avez décrit, c'est cette question de la catastrophe qui est terrible, puisque si on la perpétue, on continue à être figé dans le romantisme qui est concomitant de l'intérêt que pouvaient avoir certains artistes pour ce type de paysage. Et c'est vrai que moi, en tant qu'enfant d'une éleveuse laitière, c'est vrai qu'il y a un art arboricole, il y a comment on se branche à un continuum du vivant, comment on invite des collectifs à s'instituer dans ce continuum. Et à Étretat, ce que j'ai observé, grâce notamment aux géologues que j'ai rencontrés tout à l'heure, c'est que Étretat, c'est des couches de vie qui deviennent debout. C'est des couches de sédiments, d'êtres vivants, de coccolithes qui s'accumulent au fond des mers et puis qui deviennent debout. Voilà. Ces couches de vie qui sont debout, à voir avec la question arboricole. Alors Francis Allais, ça n'est Allais, honneur à lui, mais c'est vrai que moi, je suis un artiste arboricole, c'est-à-dire au lieu de sculpter du bois mort, je forme du bois vivant avec les gens, et c'est dans la continuité d'Agnès Dénès et d'autres artistes de la sculpture sociale. Et à travers ces histoires de golf, là, il y a un terrain de spéculation, on le voit avec Paul. Il y a des réflexions sur quels sont les chemins d'accès, comment on peut épaissir les strates végétales. C'est ce qui est proposé d'ailleurs par le maire et naturaliste Cyriaque Le Tullier, qui invite à des plantations, à de l'éco-pâturage. Il y a déjà, et c'est en cours, un projet de perméabilité des clôtures pour faire que le golfe soit plus respirant. Voilà. Et donc, je trouve qu'il y a des idées là de penser collectivement comment politiquement on se réapproprie des espaces communs, au-delà des intérêts privés, publics, etc. Et moi, en tant qu'artiste, cet art arboricole, ce n'est que du commun. La photosynthèse qui interagit et ce que nous respirons, ce qui nous inspire et ce qui nous aide à regarder autrement encore aujourd'hui, c'est bien cet air palpable que, d'une certaine Monet a essayé de faire vibrer avec ses pastels. Et voilà, le tout, c'est que ce sentiment océanique de plénitude avec son milieu, son écosystème, ne doit pas être confondu avec le paysage dont on a parlé tout à l'heure.
C'est-à-dire, on peut avoir une joie d'œuvrer, malgré les difficultés que l'humanité rencontre, et c'est inédit dans l'histoire de la vie de ces hominidés, inédit parce que aujourd'hui l'humanité rencontre ses propres problèmes. C'est de la géopsychique, quoi. Et on a un enjeu en tant qu'artiste à donner envie, à continuer à perpétuer ce qui réside aussi dans les couches de silex qui sont dans cette stratification. Donc ces restes de coccolithes, encore une fois, c'est une roche vivante. Encore une fois, il faut bien comprendre que cette Terre est un être vivant dont nous sommes les symbiotes. Nous ne sommes pas en harmonie. C'est même un peu le chaos. Et nous y contribuons. Et l'enjeu, c'est dans nos propres tumultes internes, chacun, on devrait se regarder un peu plus avec un peu de sérénité et penser et agir en conséquence, déjà laisser faire. La libre évolution fait partie des préconisations des écologues. Et comment les artistes invitent à cette libre évolution? Comment faire sans faire? Comment faire sans produire des nouveaux objets, des nouvelles images accumulées, stockées dans des réserves, etc. Comment inviter à se défaire? Je disais cette semaine, Paul parlait du travail que j'ai mené avec l'Institut éco-citoyen aussi, Institut éco-citoyen dans le pays camarguais sur le rôle des toxiques dans la qualité de l'air que les gens respirent et comment les oliviers arrivent à médier cet air pour produire des olives et donc une huile d'olive qui resterait comestible dans un territoire toxique. Un peu comme l'olivier, une sorte de radeau végétal qui nous sauverait de la submersion. Mais voilà, on n'est pas dans le catastrophisme, c'est-à-dire que si on s'insère dans ce continuum du vivant, en fait, les temporalités sont différentes. Et aussi, je voudrais vous inviter à méditer ces mots de Hendrix à propos de Donna Haraway. Etretat, d'une certaine manière, c'est un présent épais. C'est un passé actif avec des futurs possibles dans un présent épais. Et l'art arboricole, c'est des possibilités de devenir, où on se branche comme on peut, et ça demande en tout cas à allumer un peu cette étincelle grâce à ces silex, qui restent encore aujourd'hui des étincelles de vie dans ces couches de vie qui nous aident à rester debout. Voilà, donc je vais maintenant lever le gilet de sauvetage parce qu'en fait, on n'en a pas besoin. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de sauvetage. Il y a juste de la culture. Et on essaye de se cultiver avec joie ensemble aujourd'hui. Merci Thierry Boutonnier. Michel Lusson. J'aime toujours beaucoup intervenir avec toi, Thierry. Je crois que c'est la première fois que je fais une table ronde avec une pelle servant lieu de pagaie, d'ailleurs. Hein. J'ai eu un peu peur quand je t'ai vu avec une pelle, mais... Juste pour la petite histoire, c'est important. Hein. C'est un loucher, histoire de changer de regard. Le loucher, bon, j'aime bien les jeux de mots, excusez-moi. Et ce loucher a pu rentrer auprès du gardien à l'entrée parce que j'ai dit que c'était un élément de décor de mon intervention. Bravo. Voilà. Et c'est juste pour vous expliquer aujourd'hui dans quel délire nous sommes, quoi. C'est-à-dire que pour pouvoir vous inviter à planter des arbres, à semer des graines, etc., à faire venir de la terre. Alors bon, je sais qu'il y en a des problèmes de mérules sur la côte ouest française, mais faire venir de la terre vivante dans un musée aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Voilà, moi je suis heureux de ma performance. Mais qui reste robuste, hein. C'est de la robustesse hein, dans notre présent épais. Ça nous manquait, hein. On n'avait pas encore eu la robustesse. Michel Lusson. Oui, peut-être deux remarques par rapport à la fois à ce que Thierry vient de dire et ce que Paul a dit précédemment. Une sorte d'hypothèse un peu sauvage. Nous, les 8 milliards d'êtres humains sur Terre aujourd'hui, 8 milliards, nous vivons, oui c'est ça, 8 milliards, oui, ça fait du monde, hein. 1 milliard 500 millions en 1900, 8 milliards aujourd'hui. Nous, les 8 milliards d'êtres humains, nous vivons des expériences de lieux qui sont de plus en plus déceptives parce que nos lieux sont de plus en plus altérés. Que ce soit les lieux naturels ou les lieux construits.
les villes constituent des milieux de vie de plus en plus altérés pour un très grand nombre, une très grande majorité de personnes. Ce n'est pas parce que les 10% les plus riches de l'humanité peuvent se composer des milieux artificiels extrêmement confortables que pour les 90% restants, il n'y ait pas une profonde sensation de cette difficulté à faire l'expérience de lieux non altérés. C'est ça la réalité de notre condition. C'est terrible à dire, mais c'est ça. Et il y a ici Vianney Delourme qui passe depuis des années beaucoup de temps à marcher autour de Paris et à documenter ses marches. Et il découvre des espaces de beauté, mais il découvre aussi beaucoup d'espaces altérés. Et nous pouvons tous faire expérience et toutes faire expérience de ça. Et que faire ? Eh bien, nous pourrions décider de changer de monde. J'y reviendrai. Mais comme l'être humain est plutôt paresseux de nature et va vers une pente qui est la pente de la facilité, eh bien, nous avons plutôt tendance, largement relayée par le système commercial, à dériver en fait nos pratiques vers ce que j'appelle des lieux postiches. Qu'est-ce que c'est qu'un lieu touristique ? C'est un lieu postiche. C'est un simulacre de lieu. C'est quelque chose qui tient lieu d'un lieu authentique et d'un milieu authentique, mais qui est complètement retravaillé par le design touristique et l'industrie touristique, dans le meilleur des cas, et parfois très mal. Voilà. Faire l'expérience d'Étretat aujourd'hui, tu l'as dit un peu, Paul, c'est faire l'expérience d'un postiche. Alors il reste comme ça quelques traces, on voit encore, on accroche encore visuellement un peu de la falaise, mais tout le reste est falsifié. Et nous nous contentons de cette falsification-là. Et puis de plus en plus, et Paul l'a bien évoqué, nous nous réfugions dans le super postiche qu'est le monde numérique, le monde de l'artificiel. Et aujourd'hui, en tant que géographe, je regarde ça de près, je peux vous garantir que ça y va sur l'utilisation de l'intelligence artificielle générative pour créer des simulacres de lieux. Ça y va, hein, à la fois dans le domaine de l'art, stricto sensu, Paul l'a évoqué, mais aussi dans le domaine de l'entertainment, de la publicité, de la mise en scène de soi-même via les réseaux sociaux. Ça y va, le postiche numérique, et ça n'est que le début. Et ça, nous n'en sortirons pas indemnes, parce que ça menace en fait notre humanité. On devrait réfléchir aux usages du numérique, aussi pour ça. Quel type d'expérience du monde et des autres ça nous fournit en lieu et place, belle expression géographique, de ce qui faisait jadis notre humanité de terrien, c'est-à-dire une relation à des lieux et des espaces qui étaient, sinon pas altérés, du moins moins altérés qu'ils ne le sont aujourd'hui partout. Il n'y a pas un lieu au monde qui ne soit indemne de cette altération, même au sommet de l'Everest. Peut-être même surtout au sommet de l'Everest aujourd'hui. Pas un lieu maritime où vous ne trouviez des traces de cette altération. Pas un corps vivant qui ne soit porteur aujourd'hui de métabolites, de pesticides, de microplastiques ingérés. Pas un vivant n'y échappe. Rendons-nous compte de ce que ça signifie. C'est ça l'Anthropocène. Après, on peut faire toutes les lois qu'on veut pour continuer d'utiliser les pesticides agricoles en disant que c'est l'intérêt économique, mais nous sommes en train de fabriquer ça, une autre humanité à coup sûr. Alors évidemment, ça ne va pas s'effondrer, mais c'est presque pire que ça subsiste comme ça. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, je suis un peu pessimiste quand même, donc je vais terminer par un peu d'optimisme. Si j'écoute ce que tu dis, Thierry, et puis ce que Paul a suggéré, puis par ailleurs plein d'études qui ont été faites, il y a un enjeu par rapport à cela pour ne pas céder au désespoir, parce que moi je ne suis pas en fait désespéré, pessimiste par analyse et optimiste par volonté, pour paraphraser Gramsci. Je pense qu'il y a un enjeu, donc l'enjeu c'est d'être capable de raconter d'autres histoires de notre habitation terrienne. C'est d'être capable de raconter d'autres histoires de notre façon d'être humain sur la Terre avec les réalités non humaines, vivantes et non vivantes. Ce que tu essayes de faire, ce que essayent de faire des auteurs, des autrices de romans aujourd'hui, regardez dans la fiction, la prolifération incroyable
de textes, de films, d'œuvres, d'œuvres théâtrales, d'œuvres chorégraphiques autour de cette nécessité d'inventer de nouvelles histoires à raconter. L'histoire n'est pas racontée. Ne croyons pas ceux qui nous disent « il n'y a qu'une manière d'envisager l'avenir ». Non, les histoires de nos devenirs, comme dirait Deleuze, préférons les devenirs à l'avenir. Il n'y a peut-être pas de futur, mais il y a des devenirs. Nos histoires de devenir, elles sont à raconter. Et elles sont à raconter de tous les points de vue qui peuvent se trouver. La science a son rôle à jouer. Voilà. Quand on faisait le programme École urbaine de Lyon ou quand on fait Cité Anthropocène, c'est parce que nous pensons que la recherche doit aussi raconter des histoires de devenir de notre humanité sur la Terre. L'art, la création, le roman, la danse, les histoires que nous racontons entre nous, en famille, de la manière dont nous nous projetons nous-mêmes dans nos existences, le type de choix que nous sommes capables de faire. Sommes-nous capables de nous empêcher ? Ah oui, c'est chiant de ne pas aller voir un lieu qu'on voudrait voir. J'ai toujours rêvé d'aller voir la Terre de Feu. Suis-je capable de m'empêcher ? Je peux le faire économiquement. Suis-je capable de m'empêcher et pourquoi ? Et suis-je capable d'expliquer pourquoi et de raconter pourquoi ? Et de montrer que ça ouvre peut-être vers de nouvelles créativités. Voilà, chers amis, c'est ça que nous avons à faire. Et ça, c'est un travail fondamentalement politique et personne ne peut nous l'interdire. Personne ne peut nous l'interdire et nous n'avons pas à attendre l'autorisation de qui que ce soit pour lancer ce travail-là. Eh ben, j'ai une dernière question en fait qui poursuit ce que Michel Lusseau vient de dire et que vous venez tous de dire évidemment. Il s'adresse à vous trois. Cette question de l'Anthropocène, ce que j'entends de ce que vous dites, engage en réalité une révolution mentale globale et donc nécessite un réarmement conceptuel. C'est ça que j'entends dans ce que vous dites chacun, les uns les autres. J'aimerais vous attendre là-dessus, assez brièvement, parce que le temps, évidemment, passe, mais peut-être Paul Ardenne pour commencer. Oui, bon, c'est tout à fait exact ce qu'a dit Michel, bien sûr. Je voudrais juste peut-être doucher un petit peu le propos au nom de quelque chose qui m'a évidemment de plus en plus frappé au fur et à mesure que je travaillais ces questions depuis une vingtaine d'années, c'est effectivement l'abondance des récits qui sont produits autour de l'Anthropocène et qui le sont de plus en plus de façon commerciale, médiatique, pour finalement obtenir une certaine notoriété. Bon, il y a quelques années encore, je lisais avec intérêt les réflexions d'un Cyril Dion, par exemple, qui est un militant qui vient de Colibri, etc., auquel j'ai du respect. Mais je vois très bien que voilà, il sort un livre avec toujours cette même ratiocination sur le fait qu'il faut créer de nouveaux récits, inventer de nouveaux récits, etc. On a de cesse d'inventer de nouveaux récits. Et Michel Lusseau l'a très bien dit. Combien de romans, de films, etc., de poèmes, etc., d'œuvres d'art, bon, qui nous parlent de ce monde, de ce renouement, hein, comme bon, Abraham nous en parlait, le fait que nous ne sommes que relations, nous devons, eh bien voilà, rétablir des liens avec Libellule, avec Chêne, avec Outarde, Canepetière, etc. Très bien tout ça. Mais ce dont je me suis rendu compte, d'ailleurs en constatant que moi-même je participais à ça, d'une certaine façon, avec mes propres études, c'est que c'est devenu au fond un marché, c'est un véritable marché. Je reçois hier, par exemple, la liste des 6 ouvrages donc sélectionnés, des romans, pour le prix du roman écologique 2026, par exemple. Vous voyez, bon, tout ça, ça pose un vrai problème. Parce que moi, je voudrais revenir, et c'est le plus difficile, c'est ce que dit Michel Lusseau, sur la question de l'empêchement. Est-ce que je suis capable de m'en empêcher ? J'en suis pas sûr. Mais je voudrais revenir justement aux théories d'Arne Næss, donc ce Scandinave, bon, qui est le père de l'écologie profonde, dont on ne doit pas absolument adopter tous les critères, parce que ça peut être dangereux. Les nazis en avaient adopté quelques-uns, hein, sur la question du sang et du sol. Donc, il faut faire attention. Mais c'est l'idée, il dit au fond, il y a 2 types d'écologie. Il y a une écologie de surface, bon, c'est celle dont nous parlons, c'est-à-dire elle fait beaucoup de bruit, on en parle beaucoup. C'est une sorte de colloque infini comme ça, où on parle de nouveaux récits d'alliance entre l'humain et la terre, entre les humains et les non-humains.
mais tout en restant chez soi et en continuant grosso modo à vivre normalement. Et puis, ce que dit Inès, il dit, il y a l'écologie profonde. Et l'écologie profonde, c'est ce que je vois très exactement devant là, l'endroit où je suis. J'ai une fenêtre qui donne sur la forêt de bord, une très grande forêt, pas primaire, mais pas loin pour certains de ces aspects, pour évoquer Francis Allais et sa grande mémoire. Mais il y a quelqu'un qui vit ici à 150 mètres dans une cabane de bois et qui finalement se chauffe avec du bois, chasse lui-même, un peu comme cet artiste bien connu qui s'appelle Éric Samac. Et là, on est dans la véritable écologie profonde. Et je crois qu'aujourd'hui, hélas, on est dans l'ère du cosmétique, d'un cosmétique d'une certaine manière complètement en progression et que la numérisation amplifie les postures, la possibilité d'exposer ses postures comme ça et surtout de se posturer comme quelqu'un qui lutte contre l'artificiel, qui finalement a une vie éthique et constitue un individu donc d'exemplarité. Pour moi, un des grands problèmes, c'est celui-là, c'est celui d'une certaine façon de l'honnêteté, de l'authenticité en quelque sorte de tous ces engagements, à commencer surtout de ceux qui en font le commerce médiatique et donc commerce économique et de posture par extension. C'est aussi un très très grand danger dans un monde livré aujourd'hui à la médiatisation, livré à la promotion. Bon, on est dans le promotisme intégral, hein, vous ne pouvez pas allumer la radio, même France Culture, sans qu'on vous fasse la promotion de quelque chose. Bon, donc voilà pour moi le grand problème, bien évidemment. C'est celui-là, c'est celui de la sincérité, on pourrait dire, de tous ces engagements. Et de la valeur de l'adaptation à venir, si tant est qu'elle puisse venir. Ok, super. Merci beaucoup, Paul Ardenne. Thierry Boutonnier. C'est dur de prendre la suite avec des mots par rapport à ce dont on parle, parce que quelque part, nous sommes dans un musée, il y a des objets, nous sommes nous-mêmes quelque part traversés par le marché, nous devenons un segment d'une clientèle, un segment, voilà, une carcasse du temps, et à travers nous des récits comme ça, fleuve, sur le fait que peut-être que si j'étais un peu plus joyeux, ce serait un peu mieux que le Thierry qui est en colère, pour essayer de vous donner envie de voter autrement aux prochaines élections municipales. Et je ne peux que souffler. Ou respirer de l'eau de rose cultivée avec les habitants de Vaux-en-Velin et distillée. C'est le millésime 2025. Là, j'ai un petit pommier issu de semis réalisé dans le cadre de... Voilà, mais je dis je. Pour ça, il faut cette question du selficide et du catastrophisme et comment on se repaît de cette voracité et comment le regard est prédateur. Tous ces mots là qu'on essaie de forger, parce qu'en fait, peut-être même notre conjugaison ou notre grammaire n'est pas à la hauteur de ce qui est en train de se jouer. Et inviter chacun d'entre vous à vous reposer la question de votre propre responsabilité dans la manière dont vous nous regardez, dont vous regardez les œuvres, etc. C'est encore une fois se permettre de douter collectivement. C'est l'exercice qu'on essaie de faire encore aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le catastrophisme et la peur de la ruine, psychologiquement, nous met dans un état de pétrification qui n'est pas bonne. Et c'est pour ça que j'aime cette idée de strates, de coccolithes, ces animaux marins qui meurent et puis qui deviennent debout. Et donc accueillons la possibilité de re-regarder autrement toutes ces œuvres comme une vibration qui nous invite à être davantage robustes ensemble et effectivement sans être naïf et ni même vous croire innocent. Donna Haraway dit clairement que nous sommes responsables tous de ce qui se passe. Et il faut se garder de se faire des ennemis, d'où l'importance d'éloigner la colère. Ces questions d'émotion, de comment ça nous met en mouvement, c'est un enjeu. Et c'est d'être ému, etc. C'est pour ça que c'est collectivement aujourd'hui que nous œuvrons. J'ai la chance d'œuvrer avec Paul, j'ai la chance d'œuvrer avec des scientifiques, avec Michel, mais avec plein d'autres artistes et surtout des habitantes, parce que c'est surtout des femmes
avec qui j'œuvre. Et c'est aussi beaucoup d'êtres vivants et vivantes qui continuent à chanter malgré le bruit sourd des bottes, là. Donc, voilà. Je sais pas, je cherche mes mots en même temps, mais je veux juste dire, c'est que voilà, il faut pas être naïf et faire attention et apprendre à ne pas faire et laisser faire. Et c'est vraiment un enjeu aujourd'hui et une méthode de solution fondée sur la nature pour rendre les milieux un peu plus robustes. Je vous remercie. Thierry Boutonnier a parlé d'émotions géographiques peut-être. Michel Fusso, ne m'embarquez pas sur les émotions géographiques parce que là, il faudrait une deuxième table ronde. Ce sera un autre sujet. Mais en tout cas, je vais essayer de faire une synthèse très centriste de ce que je viens d'entendre et que je partage, ce que tu as dit, Paul, complètement, également ce que tu viens de dire, Thierry. Peut-être partir de Donna Haraway et de ce livre formidable qui s'appelle Staying with the Trouble, en demeurant avec le trouble, c'est-à-dire lorsqu'elle nous explique qu'il ne faut pas vouloir fuir le trouble dans lequel la situation anthropocène nous place. Il faut accepter d'être troublé, parce que c'est à partir de ce trouble qu'il faut, en restant avec lui, essayer d'inventer des devenirs. Donc refuser aussi peut-être, elle le dit comme ça, la facilité du catastrophisme. Si tout s'effondre, alors... plus rien ne compte. Si Dieu est mort, tout est permis. Là, c'est l'inverse. Si tout s'effondre, il n'y a plus à voir quoi que ce soit. Ou refuser aussi la certitude des technosolutionnistes, comme Elon Musk ou autres, qui finalement sont complètement dépendants de cette idéologie masculine qui nous fait tant de mal, c'est-à-dire la fascination pour la puissance. Voilà. Il faudrait déjà que les hommes sortent de leur fascination pour la puissance. Et la violence et l'agressivité. Oh, c'est bien parti, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel Donna Haraway a raison d'insister. Restons avec le trouble. Faisons de ce trouble un gisement, une générativité, quelque chose qui nous pousse à aller vers d'autres histoires. Et puis, pendant que Thierry distribue son eau de rose, une remarque par rapport à ce que tu as dit, Paul, qui est tout à fait juste, et tu as raison de dire que nous-mêmes, en tant que chercheurs, on peut s'inclure parfois dans ceux qui produisent des récits commercialisables. Deux remarques même par rapport à ça. L'extraordinaire capacité du système économique contemporain, médiatique et de l'entertainment contemporain à transformer en produits marchands absolument tout, y compris les meilleures idées. De ça aussi, il faut se prémunir. N'est-ce pas ? Difficile, mais de ça aussi, il faut se prémunir. Et comment peut-on se prémunir de toutes les dérives, Paul, que tu signales à très juste raison ? Comment s'en prémunir ? Eh bien, pour moi, peut-être que c'est un peu juste, il n'y a, un peu limité, il n'y a qu'une solution, c'est l'éthique. C'est la pensée éthique. La philosophie éthique comme seul secours, parce que l'éthique, c'est ce qui nous permet de dire ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Et si on essaye de reboucler avec l'exposition et ce lieu, paysage, icône, cliché même que nous avons devant nous, c'est fascinant de voir comment à 130 ans de distance, un peu plus, 150 ans de distance, on est passé d'un lieu qui posait des enjeux esthétiques aux peintres à une représentation esthétique du lieu qui nous projette dans les enjeux éthiques du contemporain. C'est-à-dire aujourd'hui, cet art-là devient un art qui nous place sur le terrain de l'éthique, peut-être autant, sinon plus que sur le terrain de la seule jouissance esthétique. Parce que cet art, fondamentalement, il nous ramène à des questions qui sont les questions éthiques liées à notre réflexion sur notre avenir de terrien. Et donc, c'est pour ça que les grands musées sont plus que jamais nécessaires, parce qu'à travers leur collection, ils ne nous éloignent pas du contemporain, ils nous ramènent au cœur des questions contemporaines, puisque finalement, toutes les œuvres sont, à leur manière, des œuvres qui nous parlent de nos façons d'être humains sur la Terre, jadis, naguère, aujourd'hui et sans doute demain.
Écoutez, merci énormément, Michel Lusso, Thierry Boutonnier, Paul Ardenne. À tous les trois, vous ouvrez énormément de questions. Je voudrais terminer avec un artiste qui n'est pas un peintre, Victor Hugo, l'homme océan, qui au cours de l'été 1835, donc il y a presque 2 siècles, un voyage en Normandie, le 9 août, il écrit à sa femme, il dessine, puisque il dessinait, Victor Hugo également, et il écrit à propos de Maneport à Étretat, c'est la plus gigantesque architecture qu'il y ait, dit à Boulanger que Piranèse n'est rien à côté des réalités d'Étretat. Donc ça, c'est une autre image par les mots. Et 10 années plus tard, donc en 1846, à la Chambre, parce que vous savez que Victor Hugo avait en commun avec Michel Lusso le goût de débattre du public, de l'activisme politique. Et il dira, et tenez-vous bien, 1846, il dit à la Chambre, cette immense falaise qui commence à l'embouchure de la Somme et qui finit à l'embouchure de la Seine est dans un état de démolition perpétuelle. Vous n'ignorez pas que la mer agit incessamment sur les côtes, de même que l'action de l'atmosphère use les montagnes, l'action de la mer use les côtes. Voilà, je voulais terminer avec lui, remercier tout le monde et vous dire que s'ouvre devant nous 2 heures de programmation avec mes camarades cette fois-ci qui vont me remplacer, Indra Kradojvili, Lou Herman et Florian Fompery, qui vont aborder les questions de l'exposition dans laquelle nous sommes, les questions de l'effacement, les questions d'érosion et les questions de surtourisme. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Radio Anthropocène. Merci beaucoup. Merci Paul. Merci à vous. Bonne rencontre. Merci. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.